Leçon de vie, c'est votre magazine biographique sur BF1. BF1 qui émet à Ouagadougou. Justement, aujourd'hui, cas exceptionnel, nous sommes dans les studios de la télévision plutôt que chez l'invité ou un site choisi par l'invité. Nous sommes à Ouagadougou. Ouagadougou, c'est la capitale du cinéma africain. Justement, notre invité est l'un des réalisateurs contemporains du 7e art. Il est la fierté du Burkina Faso. Qui est-il exactement? Zoom. Idrissa Ouedraogo, réalisateur burkinabé, est l'invité ce jour de votre émission biographique Leçon de vie. Né le 21 janvier 1954 à Banfora, il a toutefois grandi dans un village proche de Waïgouya. Ses premiers souvenirs cinématographiques remontent au cinéma itinérant qui traverse les villages. Titulaire d'un baccalauréat série B, Idrissa Ouedraogo entreprend des études d'anglais à l'université de Ouagadougou, puis en 1977 s'inscrit à l'Institut africain d'études cinématographiques INAFEC de Ouagadougou. En 1981, il sort major de sa promotion. Pour produire son film de fin d'études, il crée la société de production Les Films de l'Avenir. Il s'agit d'un court-métrage de fiction intitulé Poco qui obtient le prix du meilleur court-métrage au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO. La même année, il devient fonctionnaire à la direction de la production cinématographique du Burkina Faso où il réalise plusieurs courts-métrages documentaires. Il suivra ensuite un stage à l'Institut fédéral d'État du cinéma de Moscou et séjourne à Kiev quelque temps. En France, Idrissa Ouedraogo est inscrit à l'Institut des hautes études cinématographiques et à la Sorbonne Paris 1. Il obtient un DEA de cinéma en 1985. En 1986, il réalise son premier long-métrage Yamdabo, Le Choix. En 1988 sort Yaba. Le film obtient le prix de la critique au Festival de Cannes en 1989 et le prix du public au FESPACO la même année. En 1990, il réalise Tilaï, transposition d'une tragédie grecque dans l'Afrique contemporaine et gagne le Grand Prix du jury à Cannes en 1990, le prix du meilleur long métrage au premier festival du cinéma africain de Milan en 1991, ainsi que l'étalon de Yenega, premier Grand Prix du FESPACO la même année. Il continue de réaliser des longs métrages, mais également des courts métrages et des séries de télévision. En 1991, il met en scène la tragédie du roi Christophe d'Aimé Césaire à la Comédie Française. Son film Le Cri du cœur, tourné en 1994, obtient l'année suivante le prix du public lors du 5e Festival du cinéma africain de Milan. Lors de la 8e édition de ce festival en 1998, il reçoit le prix du meilleur long métrage pour Kini et Adams. En 2001, il produit et réalise la série à succès Kadi Jolie. En 2002, Idrissa Ouedraogo a participé au film de réflexion collective sur les attentats terroristes de New York en septembre 2001. En 2003, il est président du grand jury du FESPACO. Il y présente son film La colère des dieux. En 2003, en collaboration avec Issa Traoré de Brahima, il met sur pied la série 3 hommes, un village, qui obtient le prix spécial du jury série ou sitcom au FESPACO en 2005. Il a été membre du jury pour divers festivals internationaux, Venise, Tokyo, Amiens, Musée de l'Homme à Paris. Il donne plusieurs conférences en France, notamment à l'Université Paris 8 Nanterre et au Musée de l'Homme. Aux États-Unis, à l'Université de Harvard et à l'Université de New York, au Burkina Faso, à l'Université de Ouagadougou, entre autres. Notre invité est aujourd'hui le directeur général de NDK Productions, une entreprise privée de production, de création et de diffusion de films. Il est commandeur de l'Ordre national burkinabé et chevalier de l'Ordre des arts et des lettres français.
Depuis 2004, le nom de Idrissa Ouedraogo figure dans le dictionnaire Larousse. Richard Tiende, Idrissa Ouedraogo, premier détenteur burkinabé de l'étalon de Yenega, est à vous. Bienvenue sur notre plateau de leçons de vie, Monsieur Idrissa Ouedraogo, maestro comme certains vous appellent. Merci. On vient de suivre le Zoom, une sorte de biographie sur vous. Vous avez étudié, on l'a appris tantôt, l'anglais et vous avez continué plus tard à faire du cinéma. Pourquoi ce choix? Disons que moi d'abord, j'ai dirigé l'association des scolaires du Yatenga, l'Azo à Waiguya. Donc, à l'époque, on faisait beaucoup de théâtre, de manifestations théâtrales. Et comme ça, quand je suis arrivé en terminale, je demandé à faire l'Institut des hautes études cinématographiques à Paris. Je voulais faire du cinéma dès lors parce que il me semblait que le cinéma peut rassembler en un même lieu, en un même temps, des milliers de gens et qu'on pouvait donner des discours, en tout cas qu'on pouvait aider. Comme Sambène Ousmane le dit justement, comme un cours du soir du peuple. Puis quand j'ai eu le bac, j'avais eu le malheur en terminale d'avoir de bonnes notes en anglais. Et ici, on orientait en fonction des notes. Donc, je me suis retrouvé au département d'anglais après mon bac. Et puis, Dieu a voulu que les choses s'arrangent après parce que la même année, c'est ouvert à l'université de Ouagadougou, l'INAFEC, l'Institut d'éducation cinématographique. Et automatiquement, donc, j'ai poursuivi mes études en cinéma à l'INAFEC. Et l'anglais a été propice pour vous parce que dans le milieu audiovisuel, notamment dans le paysage cinématographique, parler anglais, c'était quand même un point avantageux. Mais disons que quand on voyage, beaucoup de gens, on peut pas tout dire en anglais, mais on sait dire le minimum des choses d'une part, et puis on sait comprendre ce que les autres disent. C'est vrai que l'anglais, c'est une langue de voyage par excellence. À présent, parlez-nous de votre enfance. Comment elle a été? Est-ce que vous avez eu une enfance heureuse avec des parents attentionnés, toujours à votre écoute? Comment votre enfance s'est passée? Ça, c'est des souvenirs lointains, mais je pense que moi, j'ai eu des parents comme 90% des enfants burkinabés, des gens pas trop aisés, donc juste le minimum. Mais j'ai eu la chance extraordinaire quand même d'avoir un père qui était très ouvert et qui nous laissait faire ce qu'on voulait. C'est vrai que dire qu'on fait du cinéma dans les années 75-76, alors qu'on pouvait devenir avocat, médecin, aller à l'aventure, entre guillemets, c'était pas donné à tout le monde de le faire. Donc j'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a toujours encouragé dans ce que je faisais, même s'il n'avait pas un niveau intellectuel très très élevé, mais quand même c'était un infirmier des grandes endémies. Donc il m'a appris, il m'a donné la notion de liberté. La liberté, c'est la créativité. La créativité, c'est la vie. Et vos jeux, quand vous étiez plus moi, j'ai joué plus petit, c'était au foot? Au football, on m'appelait à Ouéguia Driballon, bien sûr. Driballon. Mon maestro, c'est arrivé plus tard dans le cinéma, mais c'est vrai que beaucoup de gens m'appellent... J'avais deux passions, la danse. D'autres m'appellent Piquette. C'est vrai que quand tu dis Idrissa, beaucoup de jeunes de mon âge, du Yatenga, ils ne savent pas qui c'est Idrissa. Ils m'appelaient Piquette parce que j'aimais beaucoup les chansons de Wilson Piquette. Et puis beaucoup m'appellent Driboule parce que j'aimais beaucoup jouer au ballon. Et puis bon, toutes ces passions-là me sont passées. Et quels étaient les livres que vous lisiez, soit au secondaire ou à l'université? Au primaire, d'abord, on ne lit pas beaucoup parce qu'on n'a pas accès aux livres. Au secondaire, ouais, beaucoup de littérature africaine et à l'université aussi, parce que la littérature Soyinka, Wole Soyinka, le Nigérien, avec sa phrase célèbre, le tigre ne crie pas sa tigritude, il bondit sur sa proie et la mange. Vous aviez des personnalités de rêve à l'époque. Quelles étaient ces personnalités? Moi, quand j'ai commencé à faire du cinéma, bien sûr, mon maître dans la tête, celui qui m'a après encouragé et aidé beaucoup, c'est Sambène Ousmane. Sambène Ousmane parce que le parcours de cet
Cet homme, c'est un autodidacte. C'est quelqu'un qui est parti de rien, qui est arrivé au sommet de la littérature avec tous les livres qu'il a écrits et qui a traduit beaucoup de ses livres en film et qui, malgré ses 83 ans passés à l'époque, avait un esprit toujours jeune, un esprit toujours vivace. Et moi, j'aimais parler beaucoup avec lui, j'aimais l'écouter, j'aimais partager un verre avec lui parce que c'est comme si je repartais à l'oralité parce qu'il m'apprend énormément. Il n'est pas le seul, l'autre grand du cinéma africain que j'adore aussi, que j'aime parce qu'il est quelqu'un d'intuitif, c'est Souleymane Cissé aussi, c'est des grands du cinéma et je pense que il faut connaître ces hommes-là ou en tout cas leurs œuvres parce que c'est ça qui permet à la jeunesse actuelle qui veut faire du cinéma de comprendre que bien de bonnes choses ont été faites et que quand on ne peut pas faire plus que les pères, alors on s'abstient. Et le cinéma africain... On s'abstient de quoi? On s'abstient de faire des choses moins bonnes que des choses qui ont existé. Parce que beaucoup de bonnes choses ont existé. Nous reviendrons sur ça, votre appréciation vis-à-vis des jeunes réalisateurs et des jeunes comédiens. Mais dites-nous déjà, comment est née cette passion pour le cinéma? Mais j'étais impressionné de voir l'image animée, parce que c'est magique précisément. Des hommes, des femmes qui marchent à l'écran. On croit qu'ils sont à côté de nous, mais on ne peut pas les toucher. Et c'est cette magie du cinéma. Et ce brouhaha autour de moi continuellement. Le fait qu'on était plusieurs à suivre la même chose en même temps, à avoir des réactions différentes, je me suis rendu compte de la force de suggestion que l'image pouvait avoir. Et comme en plus je grandissais et que je lisais Les bouts de bois de Dieu, et que je me suis intéressé à Samen Ousmane, et que je l'ai lu, et qu'il disait aussi que l'image pouvait être comme une sorte de cours du soir du peuple, je m'étais convaincu, comme j'étais militant aussi dans le mouvement associatif et estudiantin, que l'image pouvait être un raccourci effectivement du savoir. Et c'est vrai que dans des pays comme la Haute-Volta à l'époque, où beaucoup de populations, comme aujourd'hui d'ailleurs, vivent dans les villes, dans les villages et dans les campagnes, loin de toute modernité vraiment d'électricité et autres, on pouvait penser qu'apprendre à ces populations à l'image juste comment filtrer l'eau, comment lutter contre les moustiques, et ça allait préserver beaucoup de vies humaines. En fait, je suis venu au cinéma parce que c'est un cours du soir qui pouvait être destiné au peuple. Et puis après, bien sûr, la magie, la force, la passion du cinéma m'a fait aller vers d'autres choses parce que j'ai vécu à Paris longtemps. Et mes premières années, je me rendais compte que sur les chaînes de télévision en France, on ne montrait que la misère, la sécheresse, la soif de l'Afrique. Et moi, je voyais autre chose. J'ai commencé par un film de long métrage de fiction qui s'appelle Yam Dabo le choix. On a le choix de crever ou de lutter. Et que la misère n'était pas une fatalité. Et ce film avait beaucoup de succès, et le choix. Mais après, je suis allé beaucoup plus loin, tu vois, dans Yaba, parce que je me suis dit, mais ces gens-là qui regardent toujours ces images terribles et terrifiantes de l'Afrique, mais il y a autre chose, il y a un espoir. La pauvreté n'exclut pas la vie. Il y a des hommes et des femmes qui vivent là-bas dans la dignité la plus absolue. Et j'ai inventé cette histoire simple de deux garçons qui aiment une grand-mère, qui s'appelle Yaba, qui finalement est un film universel, pas dans les décors qu'on voit, qui sont des décors du nord, du Burkina, oui, de Ouéguia, mais dans le fond, dans les émotions et les sentiments. Parce que j'ai compris très vite que ce qui fait la force du cinéma, c'est trois choses. Il y a la technique, mais la technique, elle est accessible à tout le monde. Je dis, c'est comme une voiture, tu sais mettre la clé, démarrer, passer la première. Un Japonais, un Chinois, un Burkinabé, un Malien, s'ils savent le faire, ils conduisent la voiture. Donc la technique, c'est le minimum. C'est la chose la plus accessible à tout le monde. C'est basique. C'est basique. Ensuite, il y a le marché.
malheureusement, comme je l'ai dit, 80% de nos populations dans la région, dans la sous-région, vivent loin de l'électricité, donc loin des moyens modernes. Et puis il y a l'art. Mais l'art, ça c'est quelque chose de... C'est inné. C'est quelque chose de... Voilà, comme ça. C'est quelque chose d'inné, pour te reprendre, mais c'est en même temps quelque chose de très réfléchi. On ne dit pas les choses comme ça, parce qu'on vit parmi des hommes et des femmes, et notre regard est porté sur les... Et quand on filme, c'est nos expériences personnelles qu'on met en scène, expériences de nos vécus. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui met tous les hommes et les femmes du monde dans les mêmes situations, c'est l'émotion. C'est les grands sentiments. Bien sûr, les manifestations extérieures de l'amour ne sont pas les mêmes en France qu'en Chine ou ici. Et peut-être qu'en France, un couple qui s'aime, il se prendrait par la main, il s'embrasserait au milieu de la route. Peut-être que nous, on est à Ouaga, on est devant, la femme est derrière, ou la femme est devant, on est derrière. Mais ça n'empêche pas qu'on est dans le regard, on ressente le même type d'amour. Donc les manifestations extérieures peuvent être différentes d'une société à une autre. Le fond, lui, reste le même. Donc ça veut dire que la haine, la violence, l'amour, la jalousie, tous les peuples partagent. Et c'est ça le cinéma. Et quand on arrive à traduire ça en images, on devient finalement universel. C'est ça la seule grande recette. Et c'est magique. Et c'est ça qui est magique. Justement, parlant d'un de vos films, nous allons proposer ce film qui a été couronné au FESPACO. Je rappelle aux téléspectateurs que notre invité est le premier étalon de Nyenenga du Burkina. Vous êtes le premier Burkinabé à obtenir cette consécration, en plus d'être l'un des rares réalisateurs burkinabés dans le Larousse. Votre nom figure dans le Larousse, comme on l'a dit dans le Zoom. Alors nous allons suivre un extrait de Tilay, le film consacré au FESPACO. Et à Cannes aussi. Et à Cannes. Le Grand Prix à Cannes. Bien sûr, nous suivons. Hey, leva o guarda para te venir wene. Yaro, hey! Yaro! Golko, Daraga, Golko. Wele bauda. Ya wele rata. Nanti o me de. Isawa nanti o me. Uma me bi. Nanti o me. Irmiza, leva que eu te muzi também. Ouais. Dans quel état d'esprit vous étiez quand votre nom a été prononcé au FESPACO comme détenteur de l'étalon de Nyenenga, Monsieur Ouedraogo? Disons qu'avant Tila, il y a eu quand même Yaba, qui avait eu le prix de la critique internationale à Cannes et qui avait eu beaucoup de prix à Ouaga. Mais moi, je venais au FESPACO chaque fois avec un état d'esprit, pas pour les prix. Vous regardez les films en compétition et vous regardez les compétiteurs. Mais ils sont dans une violence non dite, parce que chacun, voilà, c'est comme si c'était vraiment pas juste une compétition de films, mais parce qu'il y a un peu d'argent. Ça montre aussi que les acteurs culturels du cinéma... Il n'y a pas beaucoup d'argent, c'était plutôt le sac et la carte de visite que vous avez à avoir un film consacré qui peut faire le tour du monde. Tout à fait, mais comme je le dis, les prix, c'est important, mais ce n'est pas ça qui doit être l'enjeu et notre participation au FESPACO. Et donc, j'ai ressenti ça comme un honneur personnel pour mon cinéma d'abord. Et puis, je pensais, comme il y a 2 ans, les Sénégalais ils ont eu 2 grands prix à Ouagadougou, et ça a permis au Sénégal de mettre en place une vraie politique cinématographique pour les Sénégalais. Et que je pensais que ça allait insuffler aussi une dynamique nouvelle à notre cinématographique. On se demande des fois, est-ce que c'est les idées qui manquent, ou il n'y a plus de cinéastes au Burkina, ou bien il n'y a plus de politique
réel de production de films. Ou bien est-ce que aussi ces talentueux grands frères, grands réalisateurs n'aident pas aussi les jeunes aussi? La question qu'on pourrait se poser, est-ce que vous les coachez d'une manière ou d'une autre? Dans la créativité, on ne peut pas aider quelqu'un. Ce sont des leçons, c'est des apprentissages de tout le monde, de tous les jours. Moi, j'ai appris le cinéma en faisant une école. Et l'école est importante parce que c'est un raccourci. Mais l'école ne donne pas le talent. L'école donne la technique. Quand on tourne avec le numérique, bien sûr que quand on a un peu d'intelligence, on comprend très vite que c'est des outils qui n'aiment pas les hautes lumières. C'est-à-dire que quand tu travailles à midi, tu es sûr que toute l'arrière de l'image est cramé. Tu es sûr que si tu travailles de nuit ou à l'intérieur ou tôt le matin ou tard le soir, tu es persuadé d'avoir de la bonne image. Mais ça sont des ABC qu'on apprend quand on a du bon sens. C'est de la technique, ça. Et là, vous nous parlez des limites en même temps du numérique. Du numérique, mais qu'on peut surpasser. Ça veut dire que tu tournes moins d'heures par jour, mais qu'au final, ton produit est universel. Ceux comme moi, ou comme Gaston, ou d'autres personnes d'ailleurs, qui faisaient des films à un certain moment et à des rythmes réguliers, on le faisait avec l'argent de l'Europe, simplement. Parce qu'on était en France, le ministère de la Coopération, la francophonie, le Centre national du cinéma français, et que 90% de nos financements venaient de l'extérieur. Ça veut dire qu'on n'a jamais pensé qu'il fallait une vraie politique de financement de nos films. Quand des films coûtent à 400, 500 millions et qu'on a des budgets des fois de 100, 200 millions, je parle 400 millions pour un seul film, on se dit, il y a un problème. Et je pense que, alors, faire des films moins chers, à 20, 30 millions, les gens devraient dire qu'il y a des dépenses incompressibles. Il y a des choses, la location d'une bonne caméra, un bon ingénieur de son, ce sont des choses qui coûtent cher. Tu ne peux pas faire d'économie là-dessus parce que ça se ressentira forcément sur ton film. Et je pense que, au lieu que les Burkinabés se battent sur ces notions de jeunes, vieux, machin, ciné, c'est pas ça. La créativité, elle a quelque chose de, comme je dis, d'humaine. Hein? Un vieux, un jeune, c'est des humains. Mais la créativité, elle a quelque chose aussi d'unique, c'est qu'on parle aux êtres et aux choses du monde. Et donc, c'est une écriture. Ça veut dire qu'il faut l'appréhender. Ça veut dire que l'école de cinéma qui est à Ouagadougou, ici, on a une école de cinéma, il faut l'adapter aux réalités techniques du moment. On n'a pas besoin des gens qui ont des maîtrises ou des 2A ou des machins en cinéma, des masters. Non, on a besoin d'un bon caméraman, d'un bon ingénieur de son. Et ça, on forme en 2 ans. Il suffit d'aller prendre des gens qui font maths physique à l'université en 3e année. Parce que c'est des notions de mathématiques et de physique, la lumière et le son. Mais, en 2 ans, on a des bons techniciens capables de rivaliser avec tous les techniciens du monde, comme nos médecins, comme nos professeurs, comme nos infirmiers. Et le cinéma aussi est une technique. Alors, on met les choses à plat, on se bat, parce que rien ne va nous être donné comme ça, et on met sur place un fonds de promotion des activités culturelles, qui existait d'ailleurs sous Garango. Là, ils avaient fait ça dans les années 68-69, et c'est ça qui a fait que le FESPACO a pu exister, que quelques films burkinabés ont pu être aidés, mais ce fonds n'existe plus. Alors, à présent, parlez-nous des comédiens et des réalisateurs. Commençons par les comédiens burkinabés. Comment vous les trouvez? Disons, moi, je n'ai pas travaillé avec tous les comédiens. Ceux avec lesquels je travaillais, ils savent comment je travaille, donc j'arrive à voir leurs limites, leurs possibilités, parce que tout être humain a des grandes qualités et des grands défauts. Le grand défaut que nos comédiens ont peut-être, c'est qu'ils n'ont pas la technique. Je vous dis, la technique, elle est accessible à tout le monde. On peut être ignorant, c'est tout. Mais quand tu marches, qu'on te filme, une caméra te filme, tu es dans la foule, si tu n'as pas de réflexe avant de commencer à marcher, de voir la position de la caméra par rapport à toi, si elle ne te voit pas,
c'est que tu ne la vois pas non plus. Si tu ne la vois pas, c'est que tu ne vois pas non plus, tu vois. Donc ce sont des choses, on fait un éclairage. Si l'acteur, il évolue hors de la zone où la lumière tombe, c'est à lui d'apprendre que la lumière, c'est ça qui fait qu'on le voit ou pas. Donc, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de techniques dont malheureusement, comme il n'y a pas d'école d'art dramatique ici, donc on ne peut pas jeter la pierre aux comédiens parce que les grands comédiens du monde entier ont fait des écoles d'art dramatique. Mais comme je dis, il y a des artistes nés comme Kouyaté Sotigui qui n'a pas fait d'école d'art dramatique mais qui est devenu un des acteurs les plus bons du monde. Parlant de vos acteurs, nous allons suivre un extrait. Elle s'appelle Rouké Toubari. Vous l'avez, il faut le dire, il faut utiliser le terme, vous l'avez fait. C'est oui, vous qui avez, c'est vrai. toute petite, elle a joué déjà dans Tilay et dans bon nombre de vos films. Nous suivons ce qu'elle dit de vous. Nous l'avons interviewée. Il venait à la maison. Une fois, il est venu et j'étais là. Il m'a parlé de cinéma. J'ai dit, cinéma, j'ai dit, qu'est-ce que c'est? C'est là il m'a appelé, il m'a dit de venir. Je me suis approchée, il m'a dit de faire un clin d'œil. Je l'ai fait. Donc il m'a demandé si je veux bien jouer dans son film. J'ai dit, je ne sais même pas ce que c'est. Il m'a dit, d'accord, qu'il n'y a pas de problème. Qu'il va m'expliquer ce que c'est et puis m'expliquer comment le faire, quoi. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. J'ai joué dans Yaba. Dans Yaba, j'étais la petite fille qui était avec son cousin et qui partait voir Yaba, que tout le monde n'aimait pas dans le village. Et tout le monde disait qu'elle était sorcière et c'était nous deux seulement qui la comprenaient, qui comprenaient. No Paco. Você da lá. Prato fioia. Onde que perdi? Dans Tilay aussi, j'ai joué le rôle de Koulga, qui était complice de sa sœur, grande sœur. On avait marié à un vieux qu'elle ne voulait pas et elle préférait le fils. Donc j'étais là, en fait, j'étais sa complice. On partait voir son amant et dit ça. C'est un homme gentil, bien, mais sur ces plateaux, il est un peu dur. Mais dur, c'est tout à fait normal, parce qu'il veut que ça soit bien. Quand on me disait de faire des trucs que je ne comprenais pas, c'était difficile pour moi, parce que je ne savais même pas ce que c'était un film. Donc je me rappelle qu'une fois, on était sur le plateau, il m'avait dit de faire un clin d'œil. J'ai dit je ne peux pas. Il me dit de le faire. J'ai dit je ne peux pas, il dit ça. Donc il s'est fâché, il m'a insulté. Donc je me suis levée à pied à 5 km de Wayugia. Je me suis levée, j'ai dit je vais rentrer à pied. Donc il a tout fait, j'ai dit non. J'ai dit je ne veux pas rentrer dans sa voiture parce qu'il m'a insulté. J'ai dit je préfère rentrer à pied. Donc j'ai couru, tout le monde me demandait pardon. Donc, en fait, je me rappelle de ça à chaque fois. Idrissa Ouedraogo, je te dis un grand merci de ce que tu as fait pour moi. Tout ce que tu as fait pour moi et ce que tu continues de faire pour moi. À cause d'Idrissa Ouedraogo, j'ai connu l'Europe. Je sais que ce n'est pas à cause de lui, je n'allais jamais connaître l'Europe. Et ça, je lui dis merci. Merci au fond du cœur. Je lui souhaite longue vie. Et pas encore. Excusez-moi. Monsieur Ouedraogo, votre réaction par rapport à ces propos d'une de vos comédiennes que vous avez fait toute jeune? Quand je travaillais avec Rouké, avec 6, 7, 8 ans, donc tous les enfants de cet âge sont bons au sens où ils écoutent, où on peut faire beaucoup de choses avec eux, parce qu'ils sont encore dans l'attente des choses, donc ils n'ont pas d'a priori. Et donc le fait d'avoir travaillé sur Yaba déjà lui avait donné une certaine carrure. Mais il faut dire que cette fille-là, qui parle très bien français et qui n'a jamais été à l'école,
mais ça veut dire qu'elle est douée d'une intelligence extraordinaire. Et c'est comme Babonga. Ce sont des êtres qui apprennent les choses comme ça, comme Babonga, comme elle. Et c'est ça que je dis, des fois il y a des gens qui ont du talent. Et Rukitu, elle a beaucoup de talent parce que elle est arrivée à savoir ce que c'est qu'un plan, un gros plan. Même Yaba, la vieille femme qui jouait dans le film, je me souviens, on recommençait toujours pour plus de sécurité 1, 2, 3, 4 fois. Et elle a remarqué qu'on faisait tout le temps 4 prises. Donc c'est une pauvre vieille paysanne, elle n'a jamais connu le cinéma. Et c'est parce que c'est qu'une prise. Mais elle a remarqué juste qu'on reprenait 4 fois. Nous, parce que sur les 4, il y avait 2 ou 3 qui sont bonnes et que la dernière, en principe, était toujours la meilleure qu'on encerclait. Et dans sa tête à elle, elle s'est dit, mais alors, la première fois, c'est pas bon. Sûrement la deuxième fois, elle commençait à bien jouer qu'à la 3e et la 4e prise. Donc, elle avait compris que plus on répétait et plus on prenait, mieux plus on avait de la probabilité qu'elle soit bonne à la 3e et à la 4e prise. Donc, moi, j'ai eu la chance de travailler avec des gens comme ça, la plupart du temps, qui n'ont jamais touché le cinéma. Et puis, quelquefois, des gens comme Rasmane Ouedraogo, qui a joué effectivement dans tous mes films, mais qui a, au Barou, Omar Ouedraogo, mon petit frère. Et ils comprennent où on va, ce qu'on fait, c'est des fois plus simple, mais c'est des fois aussi plus rigide. Et que les enfants, c'est vrai, c'est mon univers. Ouais, il y a une grande complicité avec les enfants parce que je revis en eux ce que j'ai envie de dire. Donc, c'est plus facile de les prendre par la main et de les guider. Parlons de jeunesse. Comment vous trouvez aujourd'hui les jeunes réalisateurs burkinabés, en quelques mots? Moi, j'ai deux théories. La première théorie, c'est que tous les grands pays qui font beaucoup de films, c'est dans la quantité des films produits qu'on a 1 ou 2 films de qualité. Donc, je suis pour la quantité des films produits. Mais je ne dis pas que tous ces films produits sont bien. Et c'est là que commence le bon ou le mauvais débat. Je vais dire, c'est pas parce qu'il y a des images que ce sont des images. Quand je parle de qualité, je ne parle pas en termes d'esthétique même, je pense en termes d'utilité. Ça sert à quoi? Pourquoi faire? Est-ce que parce que l'outil est accessible? Alors que je viens de dire que l'outil, même s'il est accessible, il y a des critères d'utilisation très rigoureux, si on veut, être partagés par les gens. Et puis, le deuxième critère d'appréciation que j'ai, c'est de dire que le cinéma, comme toutes les autres sciences et techniques modernes, sont venus en retard en Afrique. Mais ce n'est pas pour ça que nos médecins ils ne peuvent pas opérer avec des bistouris. Si, ils opèrent avec des bistouris, ils savent ce que c'est, même si la médecine est venue un peu tard, moderne un peu tard. Et donc c'est dans tous les domaines d'activité où les sciences et techniques sont nées ailleurs mais sont venues ici après, les gens ont pris le temps de les maîtriser. C'est que Cheikh Hamidou Kane appelle lier le bois au bois. Ils ont appris à lier. Alors le cinéma c'est pareil. Il faut apprendre. Et que vous citez Cheikh Hamidou Kane, il faut dire que c'est dans l'aventure ambiguë. Oui, c'est vrai. Justement, est-ce que, à vous entendre répondre de la sorte, s'il faut lier le bois au bois, est-ce que vous n'êtes pas contre le numérique, par principe? Non, le numérique, on peut parler contre la technologie, les techniques nouvelles. Mais avant que le cinéma ne soit parlant, il était muet dans les années 29, 30. Tous les films de Charlie Chaplin, c'est de la musique, c'est des intertitres, etc. Mais les gens s'exprimaient. Et puis quand le son est venu, la voix est venue, les gens étaient réticents. Mais ils l'ont intégré. Aujourd'hui, le cinéma, c'est l'image et le son. Avant, c'était l'image, le son n'était qu'un additif, un palliatif. Alors, aujourd'hui, le numérique, alors, quand on regarde bien les choses, même pas le numérique cinéma, dans toutes les sciences du cinéma, même la pellicule simplement n'était pas faite à notre image. Nous, on est des noirs. Le noir absorbe la lumière. C'est la première des choses qu'on doit apprendre. Le blanc reflète la lumière. Ils font tout leur pellicule, tous les doujas, c'est fait pour eux, les jaunes, les japonais, les blancs, les chinois. C'est pour eux, c'est pas pour nous. Donc ça veut dire que quand tu mets un black, un noir et un blanc, et que tu dois les filmer, déjà même c'est un problème. Il faut réfléchir. Le numérique, c'est comme ça. L'outil n'est qu'un outil.
Un outil, il peut avoir plein de qualités, plein de défauts, mais quand on connaît les défauts, c'est comme quand on est dans un village, un médecin, bon, alors, il dit il n'y a pas d'alcool, alors je ne fais pas la piqûre. Un infirmier qui a servi dans ce village pendant 30 ans, il va dire mais le savon est un antiseptique. Parce qu'il utilise le savon, il sait que c'est un antiseptique efficace aussi. Et donc, le cinéma, c'est aussi ça. Et il y a un degré d'intelligence à avoir et de savoir à avoir. On ne peut pas se lever faire tout et n'importe quoi comme ça. Non, je ne suis pas contre le numérique. Mais je dis que le numérique, il faut faire attention à ce qu'on fait. Il est très beau dans les basses lumières, il est très mauvais dans les hautes lumières. Ici, on a des hautes lumières à partir de 9h jusqu'à 15h. Alors, si tu vas filmer dans ça, tu vas chercher ton problème, comme on dit. Alors que le cinéma doit être aussi le reflet de nos peuples. Et parce que des peuples ont longtemps été bafoués, traités de sauvages, pas de culture. Tu te rends compte qu'ils donnent des films comme ça. Moi, j'étais impressionné quand je projetais Tilay devant plus de 4000, 3000 personnes dans cette grande salle à Cannes, et que les Blancs, les Jaunes, les Asiatiques, les Noirs, tout le monde était là et vivait avec cette émotion de cette vieille femme malmenée, maltraitée, lapidée, et de l'amour comme ça, sans calcul, de ces deux enfants. Je me disais, mais c'est beau aussi. Ça, c'est la tragédie grecque. Je me disais, mais il n'y a pas que la tragédie grecque, il y a la tragédie africaine, que toutes les cultures et toutes les civilisations se valent. Et j'étais fier pour ça. Et le cinéma, c'est ça. Je ne veux pas faire un sous-produit. Je veux faire un produit qui soit partagé émotionnellement par le monde entier. Tant que j'arrive pas à faire ça, alors je vais écrire un livre. Si j'arrive pas à écrire un livre... Votre cinéma a une connotation utilitaire pour les peuples. C'est pas fait de la fiction pour faire de la fiction. Non, mais je pense que les Américains, quand ils font des films, puis ils vont vers la Lune, mais parce qu'ils sont déjà, ça fait partie de leur réalité. Alors, il y a des choses qui ne font pas partie de ma réalité. Et c'est vrai, et je vais dire quelque chose de surprenant. Moi, je suis un des premiers à dire, ah non, le cinéma, c'est le grand sentiment humain, mais c'est vrai. Mais je pense que quand on regarde l'histoire du cinéma africain et les moments où ça a commencé à basculer, c'est le moment où les cinéastes ont commencé à ne plus parler des choses, de leur réel, des choses qui sont autour d'eux, des problèmes sociaux, économiques, sociaux, de santé. Et je pense que le cinéma militant peut être un cinéma qui trouvera plus d'écho auprès de nos populations parce qu'en Afrique, oui. Je pense qu'on n'a pas que ce stade-là, on est encore là parce que depuis les indépendances, depuis plus de 60 ans, dans tous les pays d'Afrique, les choses n'ont pas changé. Les femmes meurent en couche encore, les enfants ne vont pas à l'école. Je veux dire, après j'en arrête avec cette histoire, mais il y a quelqu'un qui dit, mais l'élan qui nous avait soulevé au premier jour du départ de l'homme blanc, c'est-à-dire les indépendances, est retombé comme une feuille morte. Aujourd'hui, riz, sel, sucre sont d'un prix exorbitant quand ils ne sont d'une rareté dramatique. Non, le blanc n'est pas parti. Il n'a fait que changer de couleur de peau. Et ça veut dire que le combat continue pour une amélioration des conditions de vie de nos populations. Et je crois que le cinéma, la littérature, oui aussi, mais peu de gens lisent vraiment. Mais l'image voyage plus rapidement, touche plus rapidement. Et je pense que peut-être que c'est le type de cinéma, pourquoi on fait du cinéma, pour qui on fait du cinéma, qu'on n'a pas encore trouvé peut-être. Alors, quels sont vos loisirs? Je demande cela parce que vous êtes tout le temps pris par des productions cinématographiques. Quand vous n'êtes pas à la réalisation, vous êtes à la production, ou les deux à la fois, c'est selon. Vous avez du temps pour quoi exactement? Pour quel type de loisirs? Moi, j'écris beaucoup depuis quelques années. Je ne fais qu'écrire, c'est vrai. Parce que je suis rentré au pays en 2002-2003. Je me suis occupé brièvement des salles de cinéma, mais inéluctablement, elles ont fermé parce que les choses ont changé depuis. De nouveaux acteurs sont venus sur nos territoires, comme les Chinois. Avant, le lecteur DVD, c'était 200, 300 000 francs. C'est pas aujourd'hui, on a ça, 25 000 francs,
20 000, 15 000 même. Donc ça veut dire qu'ils ont amené des supports de visionnement de films accessibles à toutes les populations. Et que la ville de Ouagadougou a grandi énormément. Donc il n'y a plus de salles de cinéma. C'était dans l'ancienne structure de Ouagadougou, aujourd'hui les quartiers périphériques. Donc les salles de cinéma doivent rejoindre toutes ces personnes-là et ça ne le fait pas. Donc le cinéma en salle ne marche plus. Et donc ça veut dire que je suis en train de faire toute une réflexion sur la place que les télévisions ont repris, et prennent de plus en plus. Et que les producteurs africains n'arrivent pas à assumer, c'est-à-dire les produits de type télévisuel, notamment les sitcoms et les séries de télévision. Et je pense que l'un des avenirs du cinéma africain, c'est ce marché-là de telenovelas à prendre. Et je pense que si on s'insère intelligemment dans cette démarche, on trouvera paradoxalement beaucoup plus de moyens pour faire des films de long métrage de fiction. Donc, voilà. Nous allons suivre votre famille parce que vous n'avez pas trop le temps pour elle. Oui, c'est vrai. Quelques membres de votre famille, en l'occurrence votre épouse, votre fils et votre frère. Nous suivons leur extrait. C'est un papa cool quoi. Franchement, très simple. Même tous les gens autour dans la rue là, on me dit « Ah, tu es le fils de Idrissa ». Vraiment, ton papa, il est très simple. Depuis que je suis petit, on me parle de mon papa, tout ça. Donc maintenant, j'ai l'habitude. Et moi, je ne le vois pas comme une grande star ou un truc comme ça. Nous, quand on était plus jeunes, on était en France. Donc, quand je me baladais dans la rue, tous les jeunes du quartier, là, même des grands que je ne connaissais pas, ils me protégeaient, quoi. Ils étaient gentils avec moi, ils me protégeaient. Juste parce que, parmi tous les papas du quartier, là, c'est mon papa qui aimait s'amuser avec les jeunes. Il s'amusait avec eux, il leur donnait des bonbons, tout ça. Très simple, quoi. Il se prenait pas la tête. Donc, à cause de ça même, dans le quartier, là, les gens me chouchoutaient, quoi. J'ai joué dans des spots publicitaires. J'ai joué, mais pas dans des films. Papa, je suis fier de toi. Nous habitions la même ville, le même quartier. Nous avons fréquenté les mêmes écoles. Et puis, voilà, on s'est rencontrés comme beaucoup d'autres couples se sont constitués. Il n'est pas parfait, c'est sûr, mais j'ai trouvé beaucoup de choses positives en lui. Un père formidable. Mais en tant qu'artiste, en tant que cinéaste, c'est sûr que ce n'est pas évident. Tous les jours, il est appelé à travailler à des heures qui ne sont pas, on va dire, classiques. Donc, il faut pouvoir gérer ça. Et ses occupations à la maison, ce sont ses enfants. Il adore la compagnie de ses enfants. Je l'encourage beaucoup dans son travail. Je me rappelle qu'avec sa première bourse à l'université, il m'a amené une cassette de Bozambo. Et de ça, il est trop humain. Il est humain, il connaît les problèmes des autres. Il a toujours aidé les autres. Tant qu'il en a là, il a toujours des gens qui viennent exposer leurs problèmes. Et même quand il ne demande pas, quand il en a, il te donne. Le premier défaut, il est nerveux. Parce qu'il est tellement bon, il ne peut pas arriver à comprendre pourquoi l'autre est comme ça. Mais peut-être qu'il arrive un temps après à se calmer, à baisser le ton. Mais la colère là vient. Parce que peut-être il veut que tout le monde soit comme lui. Mais aujourd'hui là, tu ne produis pas, tu ne réalises pas, mais tu écris énormément. Je sais, et moi je porte cela à la connaissance de ceux-là qui m'écoutent. Tu as écrit La Mangue, c'est un long métrage, c'est prêt, c'est posé. Tu as écrit La Colline Sacrée, un long métrage qui est prêt, qui n'est pas tourné. Poste 857, un long métrage qui est posé. Hein? Le Triomphe de l'amour, 150 épisodes, écrit, posé. Et Duel au soleil, un long métrage écrit, posé. Tu écris énormément, et ça je te félicite parce que tu ne tournes pas parce que les gens ne donnent pas l'argent, mais tu continues toujours d'écrire, écris toujours. Je sais que ton plus grand souhait c'est de réaliser Boukari Koutou, c'est ça Duel au soleil. Tu arriveras. Moi, ton frère, je suis avec toi, je te soutiens et je te dis que quel que soit Delta, on réalisera ce film. Si tu ne le fais pas, je le ferai pour toi. Mais je mettrai ton nom, c'est toi.
Alors, en quelques mots, hein, 1 minute à peine pour réagir par rapport à toutes ces réactions. Non, mais c'est sûr que quand j'étais plus jeune, c'est vrai que j'ai passé ma jeunesse à Paris. Les enfants sont nés en France, à Paris, là-bas. Ma femme est venue là-bas. Tous, la vie en France, c'est qu'on est tous très, très collés, très serrés, parce qu'on n'est qu'entre nous. Et puis c'était plus facile là-bas, le travail, parce que, comme je l'ai dit tantôt, 80-90% de nos moyens de production venaient de là-bas. Peut-être que, comme dit Barou, si j'écris beaucoup, je ne fais pas grand-chose parce que j'attendais des chimères, mais ici, c'est difficile, la production compétitive à un certain niveau, et donc je vais recommencer à réintroduire mes dossiers dans les mêmes structures que je faisais à Kiabatila, c'est-à-dire dans les compétitions avec d'autres Européens au niveau du Centre national du cinéma français. Et je pense que c'est ce que je devrais faire. Mais le fait de faire plusieurs scénarios, d'écrire, ça veut dire que après, ça va aller très vite. Après, je tournerai peut-être tous les ans ou tous les 2 ans si les moyens se présentent aussi. Je me rappelle, juste avant de terminer, je termine avec les enfants. Kenzie, je peux parler de lui, c'est un enfant aussi. Je vais lui dire, je suis fier de lui. Il a envie de faire du football et il va le faire. Mais il va étudier aussi parce que la vie, c'est ça. Vous avez 3 enfants. Oui, il y a Nora qui est en seconde, là, au lycée français ici. Et puis Doudou, lui, il est parti aux États-Unis depuis qu'il était jeune. Donc, lui, il a fait son graduation là-bas. Mais mes enfants, c'est vrai que c'est comme mes amis, c'est comme mes camarades. Mais je crois que c'est mon esprit même de cinéma qui fait ça. Et c'est vrai que je me rappelle une scène à Paris une fois. J'achète une bicyclette pour Kenzie. Non, c'est pour Doudou, l'aîné. Et il y a les enfants du quartier, là. On a beaucoup d'étrangers comme nous, des Algériens, des Beurs. Un Beur qui prend qui prend le vélo de Kenzie. Puis il vient me voir comme je suis gentil. Ils ont voulu, mais si je leur donne 100 francs, ils nous remettent le vélo. Après, je trouve ça sympa parce que c'est vrai que c'est comme tous les enfants. C'est-à-dire, je vivais là-bas comme si je vivais ici. Je vais d'ici à manger à la maison sur la terrasse. Je payais les enfants de la cour. Ils mangeaient à la main aussi chez moi. J'avais voulu me faire un film là-dessus. Je rencontre des gens qui restent chez eux. Leur maman dit à table, ils commencent à laver les mains. Tu as pris ça. Donc, bon. Mais je pense que Barou a raison de dire que Duel au soleil, c'est le grand film que j'aimerais faire. Sur Boukari Koutou. C'est pas vraiment sur Boukari Koutou, c'est l'histoire en 1 minute. C'est vrai que Boukari Koutou a été un grand chef. Un film comment justement aujourd'hui, de nos jours, plus de 100 ans après sa mort, on ne sait pas où il est. On sait qu'il est mort quelque part là-bas, à Gambaga au Ghana. Et on voit 100 cavaliers Mossi aller traverser tous les décors, les beaux, les couchers de soleil, les fleurs, les animaux, pour aller chercher ses restes. Et une fois qu'on a pris ses restes, qu'on ramène ses restes dans sa terre natale, il y a une grande fête à l'entrée de Ouagadougou qui se fait. Et toutes les femmes, tous les hommes, tous les enfants sont là, ils fêtent de façon traditionnelle, hein, les danses, les chevaux. Il y a une dame de 30 ans qui raconte à son enfant de 8 ans, c'est qui Boukari Koutou? C'est un grand homme, un grand guerrier. Et l'enfant écoute, mais une autre voix se substitue à celle de sa Vous n'avez pas peur de nous sortir les scénarios comme ça? Vous n'avez pas peur de la résumé pour dire que c'est beau, parce que je veux mettre tout le monde en contribution, parce qu'on ne parle pas de nos héros. L'Afrique, pourquoi les gens s'identifient aux footballeurs, aux cinéastes, pas aux politiques? Parce qu'ils ont besoin de s'identifier à des choses justes, à des choses bien, à des choses qui les amènent à s'élever. Et aujourd'hui, on ne retrouve pas ça forcément dans la politique en Afrique. Et c'est pourquoi les héros comme Samori Touré, que Samban pouvait faire et qu'il n'a pas pu faire,
et duel au soleil. Moi, c'est le choc avec la pénétration coloniale qui m'intéresse beaucoup plus que l'être humain, que Boukari Koutou. C'est comment l'Afrique a résisté et comment elle doit continuer à résister. Et comme le blanc n'est vraiment pas parti et qui n'a fait que changer de couleur de peau, notre ennemi, c'est ceux qui ont changé que de couleur de peau. Bien sûr. Alors, on va aller rapidement à la rubrique cliché. Vous avez choisi des photos que vous allez commenter dans cette émission Leçon de vie. Et vous commencez par la photo de Samben Ousmane. Parce que Samben, comme je l'ai dit, c'est mon père spirituel. Et puis c'est lui qui m'a donné le grand prix de court-métrage avec Poco en 1981. Pourquoi cette photo spécifiquement? Samben et sa pipe légendaire. Parce qu'il est toujours en train de fumer la pipe. Et puis il aime beaucoup le bon vin aussi. Le bon vin. Ouais, moi, j'avais compris ça, oui. Et j'ai passé beaucoup de temps à boire du vin avec lui, oui, à la chambre numéro 1 à l'hôtel Indépendance. Donc, et je crois que c'est pour ça même qu'il m'a adopté. Ah bon, d'accord. Deuxième cliché. C'est avec le président Seïs Erbo, c'est en 1981, FESPACO 81. Et il y a Rasmane Ouedraogo là, et Sanou Emmanuel de l'autre côté, et puis Sali, Moussavadogo. C'était le grand prix du court-métrage, justement, qui a renforcé mes relations, mon amitié avec le vieux Samben. Parce que quand il a vu ce film, il m'a recherché, c'est toi qui as fait ça. Il dit, ça ressemble à Borom Saret un peu, ce qu'il avait déjà fait. Donc, c'était l'histoire d'une femme qui n'arrivait pas à accoucher. Troisième cliché. Ça, c'est en Afrique australe, au Zimbabwe, avec ma femme, et puis Kenzie, là, quand elle était encore petite, et moi-même, je n'avais pas les cheveux blancs. Et donc, c'est cliché parce que c'était une envie de changement et en même temps de complémentarité, parce que je me dis, l'Afrique est vaste, le marché peut s'élargir. Alors, je suis allé tourner Kiné en Afrique australe. Un film à succès, et tourné avec des acteurs anglophones. Pour terminer cette émission, nous avons les questions classiques que nous posons à nos invités. Alors, la première de ces questions, quel est le jour le plus heureux de votre existence à ce jour? Si on peut se répéter. Il y a plusieurs jours heureux dans la vie d'un homme. On propose d'en choisir un seul. Je crois que c'est le jour de mon mariage, mais en même temps, ce souvenir me reste gravé dans l'esprit parce que j'avais un ami qui malheureusement est décédé, Dao Mustafa. C'est lui qui faisait les photos. Il était tellement sous qu'on n'a même pas eu de photos de mariage. Ah ouais, votre photographe, le jour de votre mariage était sous. Dao Mustafa. Non, vous n'avez aucune photo de votre mariage. Il est mort, mais c'est un homme génial. C'était un ingénieur de son. Mais c'était mon ami, comme ça, Miti Madin soir. Alors, quel est le jour le plus triste de votre existence? Je pense que c'est la mort de mon père. J'étais à Lyon. Je savais qu'il était malade et je préparais le tournage du Cri du Cœur, là où il y a la hyène. Donc on était là. C'était vendredi. Et on devait commencer lundi. On faisait les préparations. Et puis le téléphone a sonné. On m'a dit que mon père est parti. Et je suis venu à Ouagadougou ici le samedi. Le vol d'après, enfin le lendemain. Ils ont fait l'enterrement le lundi et je suis reparti. C'est vrai que ça m'a marqué parce que ça m'a fragilisé tout au long du tournage de ce film parce que j'étais encore dans ça. Et puis finalement, c'est des moments qui arrivent à tout le monde, de perdre quelqu'un de cher. Et donc, avec philosophie, on se dit, bon, écoute, ça n'arrive pas qu'à toi. Alors, est-ce qu'il y a des facettes de votre vie que vous aimeriez changer? Lesquelles? Ou est-ce que si vous deviez renaître, alliez-vous continuer à être réalisateur ou qui serez-vous? Je pense que j'aurais jamais dû quitter comme ça, rentrer en Afrique, dans mon pays comme ça en disant les choses vont aller bien. J'étais dans une bonne dynamique. Des fois je m'assois et je regarde
Et surtout celui qui a eu la Palme d'Or l'année dernière au Festival de Cannes. Il s'appelle Henke, c'est un Autrichien. Et je me rappelle, quelques années, beaucoup d'années après, avant, en 1989, quand je faisais l'ouverture de la quinzaine des réalisateurs avec Yaba à Cannes, il était tout là, petit à côté de moi avec un petit film. Et tous ces gens-là m'admiraient. Je suis venu, malheureusement, j'ai laissé cette grande dynamique et puis voilà, je n'ai fait qu'écrire malheureusement maintenant. Mais je pense que, et comme je me suis... Dans la vie, il faut se remettre en question sans cesse, peut-être aussi que j'aurais dû continuer à chercher les moyens de production en Europe, au lieu d'attendre que ce soit d'ici. Peut-être c'est ce regret-là, pourquoi j'ai brisé moi-même la dynamique de mon... Et parce que ce que je vais dire est un peu grave, mais peut-être que je me suis senti uniquement burkinabé, alors que beaucoup de jeunes en Afrique s'identifient à mon cinéma et à ce que je fais. Quand je voyage à Abidjan, au Mali, partout, je sens que les gens m'aiment. Et peut-être pour eux, c'est pour eux que je... Il y a une deuxième renaissance, je vais faire du grand cinéma. C'est plus une question de méthode que de métier. Voilà, c'est une question je suis mal tombé, quoi. Il y en a qui sont bien tombés dans d'autres pays. Moi, je suis mal tombé. Alors, que faites-vous quand vous êtes devant une difficulté quasi insurmontable? Je me dis, il ne peut pas arriver pire que ça encore. Et je me rappelle souvent cette phrase mythique de Joseph Kizerbo, Nalara Sara. Quelles que soient les difficultés, pense que tu peux toujours rebondir. Et peut-être que c'est ça qui me redonne cet esprit nouveau en me disant, mais ça mène à créer jusqu'à tard, tu as encore le temps, mais ne fais pas n'importe quoi. Bien sûr. Alors, en quelques mots, votre message à la jeunesse burkinabé et africaine de façon générale. Le cinéma, c'est un beau métier pour ceux qui veulent le faire. Hein? Mais tous les métiers aussi sont beaux, pourvu d'avoir la dignité, d'avoir aussi à l'idée qu'on travaille, c'est une chaîne. Nos papas ont travaillé pour nous, nous on travaille pour nos enfants doivent travailler aussi pour ceux qui viennent après eux. Et c'est cette chaîne formidable qui fera de l'Afrique un continent, un rempart, voilà, tout simplement. Nous terminons généralement l'émission par un proverbe ou une citation. Nous vous autorisons aujourd'hui à le faire. Si vous deviez une citation pour boucler cette émission qui vous est chère, alors je reprendrai Soyinka. J'aime bien cette citation parce qu'elle représente en même temps toutes les contradictions de l'homme noir, tiraillé vers une espèce de culpabilité, de justification continuelle. Et aussi, il devrait se dire, mais la colonisation était brutale, mais lui, il est double. Je connais ma culture, parce que j'ai baigné dans cette culture. Mais je connais l'autre aussi, je parle sa langue, je connais sa culture. Mais merde, pourquoi jamais justifier? Je suis multiculturel, donc j'ai plus de possibilités que lui, donc je suis fier et je n'ai pas à me justifier. C'est pourquoi le tigre ne crie pas sa tigritude. Et bondir sur sa proie est une phrase que toute la jeunesse africaine doit s'approprier. Merci beaucoup. Idrissa Ouedraogo. Voilà, merci. Et on termine donc par cette citation qui vous est chère. Le tigre ne crie pas sa tigritude. Oui. Merci de nous avoir suivis, téléspectateurs de BF1, à un prochain numéro. It's all